bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, 2 ans après la chute de Yahya Jammeh, démarrage en Gambie des premières auditions de la commission Vérité et Réconciliation. Elle doit enquêter sur les 22 années de pouvoir de l'ancien président, années au cours desquelles un certain nombre de violations des droits de l'homme ont été dénoncées. Puis le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui s'apprête à succéder au chef de l'État rwandais Paul Kagame à la tête de l'Union africaine. Prise de fonction prévue en février au sein de cette institution. Nombreux défis visant à gagner en autonomie et en efficacité. Le cœur des réformes reste le financement de cette institution dont le budget dépend à 80% des partenaires étrangers. Le décryptage à suivre dans la seconde partie de cette émission. Puis les révélations choc du gouvernement ivoirien sur les structures médicales, avec en première ligne les cliniques. Sur l'ensemble des établissements passés au crible, 70% d'entre eux opèrent dans l'illégalité. Leur multiplication, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations. Et pour en parler avec moi ce soir, monsieur Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, professeur associé à l'Université Paris-Sud. Je salue également la présence de Pierre-Franklin Tabarès. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes philosophe, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Sur ce plateau également, Abdou Fleur, bonsoir. Bonsoir Zara. Vous êtes doctorant en études internationales, coordinateur du RAS, le réseau Afrique Stratégie. Place à l'actualité. La commission Vérité et Réconciliation, une promesse du président gambien Adama Barrow. Elle a entamé ses audiences ce lundi à Banjul, des audiences qui sont d'ailleurs ouvertes au public. Cette structure qui a un mandat de 2 ans a été lancée plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh. Elle a pour mission de faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous son régime, 1994 à 2017. L'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Gambie. Cheikh Omar Bandaogo. Promesse du président Adama Barrow à sa prise de pouvoir, la commission Vérité et Réconciliation en Gambie avait déjà été installée le 15 octobre 2018. Ce 7 janvier, la structure est passée à sa phase opérationnelle avec sa première audition portant sur le coup d'État et emporté Yahya Jammeh au pouvoir le 22 juillet 1994. Le premier témoin, Ibrahima Ismaël Tiongan, ex-officier de l'armée gambienne. Il raconte aussi qu'après le putsch, lui, il est resté loyal jusqu'à la dernière minute, sentant que les choses avaient vraiment basculé, mais malgré tout, il est resté loyal. Et c'est dans ce cas-là, et c'est dans ce cadre-là qu'il a été arrêté par les putschistes et maintenu en prison pendant 10 jours. Et il raconte vraiment dans des conditions très difficiles. Et il dit que voilà, il n'avait pas accès presque à la nourriture et tout ça. Pour des enquêtes concernant des faits ayant eu lieu sur 22 ans, la tâche de la commission s'annonce titanesque. Mais certains grands dossiers sont vraiment attendus, tel le meurtre en 2004 de Deida Idara, le cofondateur du journal The Point, ou encore l'assassinat de l'opposant Solo Sandeng en 2016. Les travaux de cette commission pourraient aussi susciter des inquiétudes quant à une possible chasse aux sorcières. La commission a indiqué qu'elle veut travailler de façon impartiale. Il y aura aussi des proches de la junte qui seront entendus, qui viendront peut-être apporter leur part. Leur part de vérité dans l'histoire. Avec un mandat de 2 ans et des audiences ouvertes au public, la commission Vérité et Réconciliation, il faut le préciser, ne joue pas un rôle de tribunal, même si elle peut recommander l'ouverture d'enquêtes. Début donc des premières auditions de cette commission Vérité et Réconciliation. Il s'agit donc d'enquêter sur 22 années, 94 à 2017, pendant donc le régime de l'ancien président Yahya Jammeh. Alors une période, et finalement on sait très peu de choses de ce qui s'est véritablement passé, parce que ce qu'il faut bien dire, effectivement, Emmanuel Dupuis, c'est qu'il s'agissait de l'un des régimes les plus fermés du continent africain. Oui, et puis évidemment, cette commission rappelle d'autres commissions qui ont existé dans d'autres pays, que ce soit en Afrique du Sud ou en République de Côte d'Ivoire, avec évidemment une tâche tout à fait considérable,
comparaison n'est pas raison parce que la Gambie n'est pas la République de Côte d'Ivoire, mais la période est à peu près équivalente. Les commissions vérité et réconciliation, c'est le cas par exemple de celle qui a été mise en place en 1995 en Afrique du Sud ou celle qui a été mise en place en 2011, entre 2011 et 2014 en Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2 ans. Alors vous avez raison de dire qu'il y a sans doute une tâche beaucoup plus complexe car il y a une focalisation médiatique moindre sur la Gambie de 1994, depuis le putsch de décembre 1994, de juillet 1994 jusqu'à au départ du président Yamé en décembre 2016. Donc il y a cette difficulté supplémentaire. Il y a une autre difficulté, c'est que le processus de réconciliation est, encore une fois, advient beaucoup plus rapidement que dans d'autres cas. Il a fallu attendre entre les élections multiraciales en Afrique du Sud 4 ans avant de mettre la commission en place pour favoriser la justice transitionnelle et ensuite la réconciliation. Et là, pour la République, en Côte d'Ivoire, c'est à peu près équivalent. Donc, c'était une promesse électorale, donc elle est tenue. Maintenant, on peut se poser la question de savoir si, dans 2 ans, le travail de réconciliation aura pu se faire, vu la proximité avec l'arrivée au pouvoir du président Barrow il y a seulement 20 mois. Abdou Fleur, effectivement, cette commission a un mandat de 2 ans. Est-ce que c'est assez pour pouvoir faire la lumière, ou en tout cas un petit peu sur ces 22 années de présidence, dont finalement on ne sait que très peu de choses en ce qui concerne les violations des droits de l'homme qui ont été commises au cours de cette période? Alors, disons d'abord que c'est une bonne chose dans le principe, parce que ça soulage, ou en tout cas ça donne beaucoup d'espoir aux victimes qui attendaient ça quand même depuis ces 22 ans de dictature pure et dure de l'ex-président Yahya Jammeh. Cependant, votre question mérite quand même une profonde analyse et ma conviction est que c'est très insuffisant 2 ans pour faire la lumière sur 22 années de dictature. C'est la première difficulté. La deuxième difficulté, j'ose croire que Yahya Jammeh est parti avec l'ensemble ou la quasi-totalité des preuves. Je suis sûr qu'il est conscient qu'il sera poursuivi. Et fondamentalement, comment on peut faire cette réconciliation sans faire l'économie quand même de la justice? Et pour faire justice, le principal acteur quand même doit être présent. Yahya Jammeh en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est le principal intéressé. S'il n'est pas là, je ne vois pas comment on peut vraiment faire toute la lumière sur cette affaire. Alors c'est justement... Je reste pessimiste, même si je salue le principe qui est quand même une promesse de campagne. Mais ce n'est pas ce qui est plus important parce que Emmanuel Dupuy l'a rappelé tout à l'heure. La Côte d'Ivoire avait quand même mis en place cette commission réconciliation en grande pompe et qui a été abandonnée en 2014 par une autre commission qui également n'a pas produit les résultats escomptés. Donc sur le principe, c'est bon, mais je doute quant à l'efficacité, quant au moins, et surtout du moment où le principal intéressé Yahya Jammeh n'est pas sur place. Alors effectivement, on pose la question des moyens et justement vous avez un petit peu anticipé ma question. Est-ce que cette réconciliation, puisque c'est l'objectif, peut aller jusqu'au bout sans le principal acteur au cours de cette période, à savoir le président Yahya Jammeh? Est-ce qu'il ne faut pas d'emblée, et d'ailleurs l'actuel président gambien Adama Barrow n'a pas exclu l'idée de demander l'extradition de l'ex-président? Oui, tout à fait. Alors, ce que je voudrais dire, c'est qu'il est arrivé par la force. Vous l'avez rappelé en juillet 1994, et il est parti sous le coup de la force. Et en même temps, durant toutes ces années-là, ça a été un régime de force. Donc, par conséquent, nous sommes en présence d'un phénomène tout à fait particulier qui consiste à opposer le droit à la force. Et c'est ça le dispositif de vérité et réconciliation. Je voudrais en liminaire rappeler qu'il y en a une trentaine d'expériences de ce type-là dans le monde, dont à peu près une moitié concerne l'Afrique. Et ce n'est pas un hasard. En même temps, il ne faut pas désespérer parce que, comme disait un grand auteur, hier enseigne aujourd'hui. Et par conséquent, vous avez évoqué tout à l'heure les difficultés ou les limites des expériences passées. Il suffit que les hommes décident que ces expériences-là soient surmontées. Je reste par conséquent relativement optimiste. D'autant plus qu'il faut rajouter qu'à ce procès-là, qui démarre, enfin cette enquête qui démarre, on a une autre mesure très forte qu'il faut verser au dossier.
c'est que le 20 janvier 2018, donc il y a à peu près une année, Donald Trump a pris une liste, une mesure dans laquelle est comprise le président Yahya Jammeh, sur le gel complet de ses avoirs, et une difficulté aussi pour le déplacement. Par conséquent, Yahya Jammeh est pris en étau. Hein. Un, il ne peut pas toucher une partie des fonds. Deux, il a quelque chose qui l'attend dans son pays. Qu'il soit présent ou pas, à mon avis, c'est important, certes, mais ce n'était pas décisif. Hein, c'est pour ça que je pense qu'il faut que l'enquête se lance. La plus grande des difficultés, c'est que, au fond, sur ce type de procédure, le concept à définir, celui de la réconciliation, est toujours le plus compliqué. Toujours le plus compliqué. Emmanuel Dupuy, est-ce que vous également, vous êtes du même avis que, effectivement, passer en jugement l'ancien président est peut-être quelque chose d'important, mais finalement, ce n'est pas forcément décisif. Vous êtes d'accord? Je crois que le processus et la méthode est importante. Premièrement, si j'ai bien compris la manière dont les choses vont se faire, il va y avoir une évolution chronologique. On commence par le début, donc le coup d'État qui a amené l'ancien président au pouvoir. Donc, effectivement, la responsabilité du président n'est pas seulement au moment où il prend le pouvoir, mais sur la totalité de son régime sur les 22 années. Donc je réponds indirectement à la question et par rapport en complément par rapport à ce qu'a dit notre collègue, c'est que évidemment la responsabilité du président Jammeh sera posée sur l'ensemble et d'une certaine façon ce sera une sorte de halo qui pèsera sur l'ensemble des procédures. Cela n'empêche pas évidemment ensuite, le fait qu'il puisse y avoir un tribunal spécial pour juger le président, ou que, nonobstant la remise en cause de la Cour pénale internationale, que éventuellement le président Adama Barrow décide qu'il engage, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, une procédure contre l'ancien président. Moi, je crois que ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il faut que les choses se fassent avec, sans passion, mais avec une certaine forme de raison. Premièrement, parce qu'il y a un certain nombre de responsables qui sont encore en responsabilité. Le président Jammeh est parti avec ses proches, mais et c'était l'objet de la médiation guinéo-mauritanienne, la volonté de reconstruire, et non pas de s'appuyer sur un État vacillant. Il faut l'État, le mandat et l'élection en décembre 2016, et donc le départ du président Jammeh en janvier 2017, s'inscrit dans un processus dans lequel il y a un certain nombre de personnes encore en responsabilité. Donc, comparaison n'est pas raison, encore une fois, ça a été évoqué par Pierre Franklin, sur l'ensemble des procédures qui sont comparables, peut-être s'oriente-t-on à quelque chose qui peut ressembler à la Roumanie, avec là aussi une procédure judiciaire qui a sa temporalité, 2 années, mais évidemment ensuite l'ouverture d'autres procédures vis-à-vis des services de renseignement, vis-à-vis des forces armées, vis-à-vis des éléments de force. Toute la difficulté, madame, concernant Yahya Jammeh, c'est qu'il part, du moins en exil en Guinée équatoriale, dans le cadre d'un accord, et qui engage la responsabilité personnelle du chef de l'État équato-guinéen. Et de la communauté. De la CEDEAO. Voilà, les CEDEAO. Donc par conséquent, c'est une difficulté supplémentaire. C'est pour ça que de mon point de vue, on n'a pas besoin de créer plus de difficultés pour l'or. Il faut lancer la procédure. Mais est-ce que ce n'est pas ce que les Gambiens attendent? On a eu quand même cette campagne qui a suivi... Ça me paraît difficile qu'ils soient rapatriés comme ça. Oui. Ça me paraît pour l'instant difficile. En tout cas, il y avait l'aide de la communauté africaine, la CEDEAO, qui a quand même permis, en collaboration avec l'État sénégalais, qui ont largement contribué en tout cas à son départ parce qu'il s'accrochait au pouvoir. Pourquoi pas aussi le concours des institutions africaines pour donner une jurisprudence à Yahya Jammeh. Je pense que c'est très facile aussi aujourd'hui que l'on règne en dictature pendant 20 ans, 30 ans, et pour partir, on négocie le départ et tout s'arrête là. Je pense que ce serait une excellente chose, et là soulève la question de la justice pénale africaine. Vous parlez de la justice pénale internationale. Moi, je pense que le cas Hissène Habré a quand même donné un très bel exemple. C'est un exemple très éloquent qui montre que les Africains sont capables de juger les anciens présidents quand même aussi, seul africain. Mais ce n'est pas le même système. Pas le même Celui cas. du Sénégal et de la Guinée équatoriale ne sont pas dans la même ambiance démocratique. J'ose espérer que les choses vont évoluer, qu'ils ne restent pas en Guinée équatoriale. Je parle de l'exemple où, peut-être avec la pression ou le concours en tout cas des institutions africaines, qu'il soit extradé dans son pays. Alors, ce qui est très important, c'est la médiatisation du procès. Et ça, je crois que l'instruction, parce que, encore une fois,
J'utilise un mot qui n'est pas forcément le plus adapté. Ce n'est pas un tribunal, donc il ne s'agit pas d'une instruction. Néanmoins, la procédure des auditions et la manière dont ça va être rendu public va participer au processus de réconciliation. Et ça, c'est peut-être nouveau, parce que dans les précédentes réconciliations, il y avait davantage le système du huis clos. Et là, avec l'ultra-médiatisation, la plus grande porosité de l'information, je crois que cela va permettre aux Gambiens de s'approprier 22 années de zone d'ombre. Et ça, je crois que c'est la principale raison d'être de cette commission. Mais en même temps, il faut rappeler que le statut général de ce type de commission, vous l'avez dit en filigrane, c'est que ce n'est pas une juridiction ordinaire. Hein. Elle n'a pas de compétences juridiques en règle générale. Et par conséquent, l'extradition, si jamais elle devrait avoir lieu, elle relèverait d'une autre procédure. Absolument. Là, il faut rappeler à nos téléspectateurs que la procédure, elle est simple. La commission, elle a 4 ou 5 missions à peu près. Elle enquête, elle établit les responsabilités, je résume, elle dédommage. En même temps, elle fait des recommandations également. Voilà. Elle fait en même temps œuvre de mémoire. Parce que vous l'avez rappelé, ce qui est important, c'est l'histoire. Et pour nous, les démocrates, c'est important quand même que cet exemple-là soit monté en épingle, d'une part, et d'autre part, extrêmement médiatisé. Alors peut-être Emmanuel Dupuy, un mot sur les violations dont il s'agit, parce qu'on en parle très peu, on parle de torture et d'autres exactions dont on sait très peu de choses. Votre reportage l'évoque, hein, au-delà des 2 assassinats, d'ailleurs avec une durée assez longue, puisque le premier assassinat est en 2005, le deuxième assassinat en 2016, entre les deux, il y a eu un système. Mais d'une certaine façon, ce qui s'est pratiqué en Gambie a pu se pratiquer dans d'autres pays. Il s'agit d'un coup d'État. Donc forcément, quand un président arrive par le biais d'un coup d'État, premièrement, il élimine toutes les personnes qui sont en capacité de remettre en cause sa légitimité. En tout cas, sa légitimité selon la manière dont il est arrivé au pouvoir, donc par les armes. Il y a évidemment le système de la torture, il y a le système des exactions financières. Je crois que ça aussi, c'est quelque chose que l'on évoque de plus en plus et qui n'était pas forcément évoqué comme un crime précédemment. Or, la pression médiatique fait que maintenant, le crime économique est devenu quelque chose qui est condamnable. Et puis bien évidemment, il y a les pressions mises sur les ressortissants gambiens à l'étranger. Je crois que là aussi, c'est un élément sur lequel il va falloir que la Commission enquête avec grande vigilance et insistance, parce que tout simplement, le régime policier, qui était celui du président Jammeh, n'était pas seulement établi que en Gambie. Je rappelle que la Gambie est enchâssée par un autre pays que connaît bien notre ami, et que bien évidemment il y a aussi les exactions ou les menaces ou les représailles qui ont pu être menées sur des opposants politiques en dehors du territoire gambien. Abdou Fleur ? C'est ce que je voulais évoquer à juste titre. En dehors des grands événements ou des grandes exactions connues, il y a énormément de choses qui se sont passées quand même sous le régime de Yahya Jammeh, au vu et su de tout le monde. Très souvent on évoquait des anciens services de renseignement généraux, des anciens gardes rapprochés qui du jour au lendemain disparaissent, ou des gens qui sont incarcérés et qu'on ne voit plus. En tout cas, leurs familles n'ont jamais eu de trace. Donc, je pense que ce serait trop simple, en tout cas c'est mon point de vue, que voilà, les choses tournent en rond. Il faut un vrai procès, il faut que les juridictions africaines soient mises en marche pour qu'une vraie dynamique d'extradition soit, c'est le souhait absolu, ce qui n'est pas très évident aussi parce qu'on ne sait pas les contenus de l'accord. Est-ce qu'il y a une clause de non-extradition par rapport à cet accord qui a conduit quand même à Yahya Jammeh en Guinée équatoriale? Beaucoup de questions, mais je pense que les 22 ans quand même méritent d'être éclairés. Bien évidemment, il faut les passer au crible et avec la plus grande rigueur qui soit. Parce qu'on a là un pays qui est pauvre, 2 millions et quelques d'habitants, un taux de croissance raisonnable, 3,5, qui a commencé, il est vrai, par un coup d'État sans effusion de sang, mais qui après s'est durci et qui s'est terminé dans l'ambivalence, parce qu'il a lui-même à un moment donné reconnu sa défaite, et puis après il s'est crispé. Il faut véritablement que ce soit une leçon de choses pour l'Afrique. Il faudrait en tous les cas. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. Voilà donc pour cette commission Vérité et Réconciliation qui a donc lancé les premières audiences ce lundi à Banjul. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.